Vous savez, la perte de temps du genre, les musiciens de Papa Wemba, les batteurs continuent de jouer, les danseuses ont mis 1-2 minutes, ils sont arrivés, ils commencent à tourner autour. Si c'est arrivé aujourd'hui dans une église pentecôtiste, je suis sûr que les gens vont se lever, vont commencer à lier les démons, à chasser les démons, à crier au nom de Jésus. Mais si moi je suis là, je suis désolé, je suis aussi dans une église, mais je peux vous porter plainte de non-assistance en personne en danger. Il y a de quoi se poser la question sur l'organisation. Je vous ai dit déjà la programmation. Pourquoi le mettre à 5 heures si on sait qu'il sort d'une maladie? Et pourquoi il n'y a pas un secours médical digne de son nom? Pourquoi n'y a-t-il pas une bonbonne d'oxygène lorsque cette équipe des Croix-Rouges monte sur scène? Pourquoi il n'y a pas des gens qui ont la compétence, ne fût-ce que de premiers gestes de base, de secourisme? Pourquoi dans un festival comme celui-là, on n'a pas prévu une prise en charge médicale? Voyons que la mort peut arriver à n'importe quel moment. À 5 heures, il prend la place sur cette estrade pour commencer à chanter. À 5h25, il n'est plus. Donc nous disons, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Il est important d'être en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, vous nous voyez. Mais je suis au bureau du docteur Patrick Badibanga. Bonjour Patrick. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde, docteur. Comment vous portez? Nous nous portons bien par la grâce de Dieu, mais un peu attristés par les faits de société actuels. Justement, si nous sommes là, il y a un événement. Beaucoup de personnes interprètent la star de rumba, Papa Wemba, connu mondialement, est décédé en direct sur scène. La vidéo a fait le tour du monde, tout le monde a vu. Beaucoup de personnes ont essayé de l'interpréter à leur façon, mais nous avons jugé bon de venir chez un médecin très connu, un médecin congolais qui travaille en Belgique. Nous sommes venus vous trouver pour que vous puissiez essayer de nous expliquer, d'éclairer l'opinion. Que s'est-il passé réellement? Est-ce que Papa Wemba a été empoisonné par un micro? On ne sait pas comment. Il prend son micro, il tombe sur scène. C'était une crise cardiaque. C'est comment? Les gens aimeraient bien savoir. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent à leur façon décéder en direct à la télévision. Docteur, on vous laisse la parole. Évidemment, c'est toujours un peu difficile de répondre d'une manière précise et exacte et de donner la mort certaine d'un décès, la cause certaine d'un décès, surtout quand celui-ci intervient à 7000 kilomètres de l'endroit où on est et qu'on n'est pas en disposition, qu'on n'a pas ça en disposition, les dossiers du patient en question. Mais nous pouvons réfléchir en regardant les images et en suivant les témoignages et d'autres interviews que l'artiste lui-même avait accordées à la presse. La première chose, je voudrais d'abord dire toutes mes condoléances à la famille biologique de l'artiste. Mais si vous voulez que je vous réponde directement sur ce que je pense, moi, du point de vue médical, être les causes ou ce que je pourrais émettre comme les hypothèses les plus vraisemblables. D'abord, je commencerai par dire, nous voyons que cet artiste, dans les interviews du mois de mars, signale lui-même qu'il était très malade et hospitalisé. Mars 2016. Mars 2016. Donc, il y a plus ou moins un mois. À peine un mois. Il était mal et souffrant au point, lui-même il témoigne son épouse lui confirmait que pendant qu'il était malade, il répétait chaque mot 2 fois. Et qu'il lui est arrivé des pertes des urines sur lui-même.
Et lui, il nous donne comme diagnostic dans l'interview qu'il souffrait de la malaria. Il partait de Kinshasa à Paris. Et qu'à Paris, on a pris du temps à diagnostiquer sa pathologie qui était les paludismes. Bon, maintenant, nous voyons dans la même interview, il dit qu'il devrait retourner à Paris pour faire une mise au point avant de commencer sa tournée. Bon, là maintenant, moi je me pose des questions. La première question, c'est de savoir, s'agissait-il uniquement de malaria? Point d'interrogation. Y a-t-il d'autres pathologies qui peuvent expliquer les symptômes qu'il signale, à savoir un discours répétitif, avec de temps en temps des pertes d'urine sur lui? Là, nous pouvons avancer comme hypothèse, j'insiste, avait-il pas déjà une pathologie cérébrale? Bon, lui, il évoque la malaria cérébrale, mais nous pouvons aussi ajouter, est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'on appelle AIT, un accident ischémique transitoire? Est-ce qu'il n'a-t-il pas fait des crises d'épilepsie, mais sans convulsion? C'est des hypothèses. Mais surtout, nous voyons qu'il doit retourner faire une mise au point avant de commencer la tournée. Qui lui a dit le médecin en retournant à Paris? Il faudra aussi aller voir. Quelles sont les consignes qui ont été données? Devait-il observer un repos, une convalescence en bonne et due forme? Il faudrait se pencher sur les consignes données par le médecin à son retour à Paris pour comprendre exactement ce qui se passe. Avait-il donné le feu vert sans restriction ou a-t-il émis des restrictions avant son départ pour Abidjan? Là, c'est une chose. Et il arrive à Abidjan, nous voyons qu'il est programmé à 5 heures du matin. Alors qu'il sortait de maladie, nous avons dit, au mois de mars, il était malade hospitalisé. Et sur scène, ça dure 25 minutes. 24 minutes à la 25e, il s'écroule. Les hypothèses de poison, vous savez, à n'importe quel décès, les gens peuvent lancer qu'il a été empoisonné. D'autres disent que c'est les sorciers ivoiriens qui ont bombardé la foudre, ou des foudres. Quand tu tombes brusquement, on dit qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Évidemment, les hypothèses dans ce genre-là, du point de vue médical, je ne peux pas répondre, parce que ça engage que les personnes qui avancent ces hypothèses-là, encore faut-il qu'ils nous expliquent et qu'ils nous montrent les preuves de cela. Que dire empoisonné, bon, je peux le balancer sur n'importe quel décès, mais encore faut-il étayer cette hypothèse-là par des preuves. Mais par contre, du point de vue médical, nous voyons qu'il s'écroule brutalement. Et nous avons l'impression, au moment où les gens autour arrivent, qu'il a complètement perdu connaissance. Et lorsque j'essaie de regarder l'image de près, il me semble, sauf erreur de ma part, que sa bouche est déviée du côté droit. Ce qui peut confirmer l'hypothèse que j'avançais ici. S'il avait déjà eu des signes au mois de mars avec des accidents ischémiques transitoires d'AIT, et que là, en ce moment-là, lors du concert, il fait ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, qui peut être soit ischémique, soit hémorragique. Et là, en l'occurrence, dans ce cas ici, il y a une déviation droite de la bouche, donc il a probablement fait un AVC gauche. Ce qui peut expliquer qu'il s'écroule brutalement et qu'il perd connaissance. Une autre hypothèse qu'on pourrait aussi émettre, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, est-ce que Papa Wemba n'aurait-il pas une pathologie cardiaque qui n'était pas diagnostiquée au départ, genre une cardiomyopathie hypertrophique, qui peut expliquer une mort, ce qu'on appelle, ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres émissions, comme chez les sportifs qui s'écroulent sur le terrain de football ou lors d'une marche. C'est souvent lié à des pathologies comme une cardiomyopathie hypertrophique. Les gens
peuvent aussi faire un trouble des rythmes, comme une fibrillation ventriculaire. Et ils peuvent s'écrouler aussi, perdre connaissance, et c'est suivi d'un arrêt cardiaque si les gestes adéquats ne sont pas posés. Là, c'est la faute des médecins français. Il a été en France diagnostiqué. La France n'arrivait pas à connaître sa maladie. Ils ont même dit que c'était de la malaria, peut-être c'était autre chose. Est-ce qu'on peut dire qu'en France... D'après l'artiste qui nous dit dans l'interview qu'il avait accordé à une télévision congolaise, il expliquait qu'on a mis du temps à Paris à diagnostiquer son problème, parce que c'était de la malaria, que dans l'hôpital où il était, ils n'avaient pas l'habitude. On a dû les transférer dans un autre hôpital. Mais ça, c'est une chose. Mais maintenant, encore faut-il aller voir qu'est-ce qu'on lui a exactement dit. Et surtout, quand il a été faire des contrôles, qu'est-ce qu'on lui a exactement donné comme recommandation et comme prescription. Mais par contre, je disais, lorsqu'on voit maintenant sur les images que nous avons suivies avec beaucoup de tristesse hier, parce que je disais, s'il fait un trouble des rythmes, genre une fibrillation ventriculaire, il faudrait poser des gestes adéquats. Ou si il s'écroule parce qu'il a fait un accident vasculaire cérébral, il y a aussi des gestes adéquats à poser, quelle que soit d'ailleurs la cause d'une perte de connaissance brutale, il y a des gestes à poser. Et c'est là où j'ai un problème en regardant ces images. On voit les danseuses étonnées, les musiciens continuaient à chanter, tout le monde était... Ils étaient autour de Papa Wemba en train de ventiler, on n'a pas compris. Vous, comme médecin, essayez un peu de nous expliquer la scène. Papa Wemba par terre. Nous regardons ces images. Du point de vue de professionnels de la santé, on est choqué par le manque de connaissances des gestes adéquats à poser de la part et de l'entourage immédiat de Papa Wemba sur scène. Mais ce qui m'attriste encore le plus, c'est de voir les gens monter sur scène avec une marque de Croix-Rouge sur eux. Mais nous regardons les deux personnes qui montent avec cet insigne de Croix-Rouge. Mais nous voyons qu'ils perdent un temps énorme et on voit bien que ces deux personnes sont autant ignorantes des gestes à poser que les danseuses et les musiciens qui sont autour de Papa Wemba. Il faut remarquer, le premier geste qu'ils font, c'est d'essayer de le relever. C'est justement pas ce qu'il faut faire. Et on tourne autour de lui, on perd un temps précieux. Donc je vais noter, première remarque, lorsque nous regardons ces images, c'est une perte de temps. Une perte de temps importante pour les secours médicaux. Deuxième chose, il y avait des gestes simples que toute la population devrait savoir et devrait connaître. Des réanimations de base. Il y a ce qu'on appelle l'ABC de la réanimation cardio-pulmonaire. Quand quelqu'un s'écroule, on vérifie d'abord si la personne a perdu connaissance ou pas, en lui parlant, en lui posant des questions. S'il ne réagit pas, on vérifie A, B, C. A, c'est comme ROI. On regarde les voies respiratoires. S'il n'y a pas une obstruction des voies respiratoires, par exemple, il a vomi et que la bouche est remplie de vomi, ou il y a un objet qui obstrue les voies aériennes. B, on regarde s'il respire. On a ce qu'on appelle voir, sentir, entendre. On penche sa tête de façon à poser sa joue sur près de son nez pour sentir s'il y a un souffle de respiration. Et on regarde même son thorax, si le thorax bouge et qu'il respire. Et s'il ne respire pas, à ce moment-là, on doit faire ce qu'on appelle le bouche à bouche. Faire 2 insufflations dans sa bouche de façon à pousser l'air avec ces 2 insufflations. C, on regarde, donc ABC, C, on regarde s'il y a une circulation, si son cœur bat, en prenant le pouls, pour sentir si il y a battement.
Si on n'a pas de pouls, ça veut dire que la personne est en asystolie, donc en arrêt cardiaque. En ce moment-là, on commence ce qu'on appelle le massage cardiaque. Ben, évidemment, lorsque la personne est déjà allongée, la première chose à faire même, dans tout ça, c'est de le mettre en position latérale de sécurité et pas essayer de l'élever. Que la personne, quand elle s'écroule, elle peut avoir des fractures de la colonne cervicale, et lorsque vous l'élevez, vous la soulevez, excusez-moi, vous l'achevez. Donc il fallait l'allonger plutôt en position latérale de sécurité, PLS. Et après, lorsqu'on commence le manœuvre de réanimation, de massage cardiaque, on met la personne sur le dos et on commence le massage cardiaque en appuyant sur le thorax. Je pourrais vous mettre des images si vous voulez. En ce moment-là, cette réanimation primaire cardio-pulmonaire peut sauver des vies. C'est juste simple. Voir si la personne respire. Si elle ne respire pas, on fait 2 insufflations. On prend les pouls. S'il n'y a pas de battement cardiaque, on commence à masser. On appuie sur son thorax. Les recommandations actuelles, c'est 30 fois. On masse 30 fois, on fait 2 insufflations sur sa bouche. On masse 30 fois, on fait 2 insufflations. Rien que ces gestes simples pouvaient déjà, dans l'attente d'une réanimation beaucoup plus poussée, essayer de prolonger la vie de quelqu'un. Mais ce qui me choque encore, Pasteur Bobo, c'est de constater les gens avec l'insigne de Croix-Rouge monter sur scène et tourner autour de l'artiste et perdre du temps. Et ce qui m'a encore choqué, c'est de le voir agiter l'air autour de lui. Lorsque on commence à baisser de la réanimation, on appelle au secours déjà, dès qu'on a constaté que la personne a perdu connaissance. Et ici, dans une organisation grand public comme celle-ci, on devrait avoir une antenne médicale qui devrait monter, prendre le relais. Si la personne est en arrêt cardio-respiratoire avéré, il faut l'intuber, mettre un tube pour commencer à le ventiler d'une manière efficace. Et aussi, en ce moment-là, avec une réanimation avancée, on met un scope. Et si la personne est en fibrillation ventriculaire, je vous disais, on donne un choc cardiaque électrique externe. Et ça, ces appareils de défibrillateurs devraient exister et être disponibles à chaque organisation, à grand public, comme un festival de cette ampleur-là. On le suit partout à travers le monde, Dr Patrick, mais ici, dans le cas précis, qui condamnait? Est-ce qu'il faut condamner les médecins français qui ont laissé Papa Wemba aller dans ce festival? Qui condamnait? Est-ce qu'il faut condamner les organisateurs qui ont... On a vu beaucoup de jeunes Congolais qui sont nés ici, dire que l'Afrique c'est triste. Ils ont vu l'image, ils ont été sidérés, énervés. Comment on organise un grand événement, mais il n'y a pas, comme vous dites, antenne médicale. On va revenir même dans nos milieux. Je rappelle que vous avez beaucoup de casquettes. On voit des campagnes d'évangélisation où il y a des foules, il y a des églises, des pasteurs qui se vendent, j'ai 1000 membres, vous avez aussi beaucoup de membres. Mais si on visite vos églises, vos assemblées, c'est le même problème. On ne voit pas, peut-être dans le milieu église, vous dites que c'est au nom de Jésus, pas la personne peut s'élever directement. Mais revenons au cas Papa Wemba. Dans le cas de Papa Wemba, je dirais, dire que je peux condamner le médecin français, non. Parce que je n'ai pas à ma disposition les recommandations précises que le médecin français ont formulées à l'endroit de l'artiste disparu. Il faudrait d'abord aller voir. Donc les condamner sans savoir, ça serait pas correct de ma part. Mais ce que j'ai comme remarque à émettre, c'est par rapport à l'organisation. Sur base des images que je vois, le Papa Wemba qui est dans une convalescence, on le programme à 5 heures du matin. La question que je me pose, est-il resté toute la nuit debout avant de passer à 5 heures du matin? Ou a-t-il eu le temps de se reposer avant de passer sur scène à 5 heures du matin? Il y a déjà un problème. Deuxième problème, l'équipe de secours qui monte sur scène est visiblement incompétente. Là,
j'ai un problème avec l'organisation. Parce que les danseuses et les musiciens ne sachent pas quoi faire, je peux encore dans une moindre mesure comprendre. Mais que les gens avec signe de croix rouge montent sur scène, ne sachant pas quel geste poser, ça me choque. Et encore, pourquoi y a-t-il que des gens, des croix rouges, et il n'y a pas un médecin qui est là, et ils montent mains nues, ils n'ont rien. Vous savez, je peux avoir toute la connaissance, à part les gestes de base, à un moment donné de la réanimation, il faut un défibrillateur. Il devrait y avoir un défibrillateur dans des salles comme ça, d'une organisation comme celle-là. Donc, j'ai un problème avec l'organisation. Il me semble que toute la rigueur n'a pas été tenue. C'est pourquoi, vous savez, ici, par exemple, en Europe, pour des grandes manifestations, genre ici à Forêt Nationale, on exige qu'il y ait une équipe médicale sur place, l'autorisation du pompier, une ambulance à disposition pour pouvoir évacuer quelqu'un assez rapidement. Donc, toutes ces mesures-là ne sont pas pour embêter les gens, c'est pour la sécurité et la vie des gens. Et on devrait en tenir compte. Et je vais répondre à votre question par rapport aux églises. La même observation est démise. Vous savez, ce qui est arrivé à Papa Wemba sur scène peut arriver un jour à un pasteur sur l'estrade devant la chaire. Ça s'est déjà arrivé. Là, je vous complète, ça s'est déjà arrivé. Il y a eu des pasteurs qui sont décédés et même des musiciens chrétiens en Europe. Ça s'est déjà arrivé. Et vous savez, la perte de temps du genre, les musiciens de Papa Wemba, les batteurs continuent de jouer, les danseuses ont mis 1-2 minutes, ils sont arrivés, commencent à tourner autour. Si c'est arrivé aujourd'hui dans une église pentecôtiste, je suis sûr que les gens vont se lever, vont commencer à lier les démons, à chasser les démons, à crier au nom de Jésus. Mais si moi je suis là, je suis désolé, je suis aussi dans une église, mais je peux vous porter plainte de non-assistance en personne en danger. Parce que je pense que poser les gestes des bases, c'est venir vraiment au secours de la personne qui l'entourait, commencer à crier nous te chassons, nous te lions. Ça serait une erreur. D'où l'intérêt, je pense, Pasteur Bobo, je pense dans nos églises, au-delà d'apporter les messages bibliques, nous devons aussi faire l'éducation de notre population par des séminaires, des formations, pour leur apprendre, parce que ça peut nous arriver. Moi, je voudrais que si jamais un jour ça arrive dans une assemblée, que des gens s'élèvent en sachant et en connaissant les gestes de base à poser dans l'attente de l'ambulance qui peut arriver pour évacuer la personne rapidement dans un hôpital. Mais si, c'est important. Vous savez, il n'y a pas que l'arrêt cardiaque comme je l'ai expliqué, sur fibrillation ventriculaire ou sur une cardiomyopathie hypertrophique ou sur un accident vasculaire cérébral. Ben, ça peut être juste lors d'un dîner. Vous organisez des moments d'agapé, la personne peut avaler des travers et avoir un arrêt respiratoire en ce moment-là. Et c'est déjà arrivé ici à Bruxelles, dans une assemblée ou lors d'une activité de communauté, la personne a inhalé un morceau de viande, je ne sais pas de quoi, et il est en arrêt respiratoire. Et les gens autour ont commencé à crier vers Dieu, à faire des prières. Mais je pense qu'à un moment donné, les gestes de base peuvent sauver des gens plus que crier et faire beaucoup de bruit, même en claquant dans les doigts, dans les mains ou en tapant au sol. Il suffisait d'apprendre ce qu'on appelle la manœuvre d'Emlich. Passer derrière la personne, si elle est debout. En général, la personne qui avale des travers, pour parler d'une manière courante, va porter la main pour montrer où il y a le propriétaire. Et c'est plus parler, parce que le morceau bloque ces voies aériennes, surtout au niveau de la trachée. Il va porter la main, il essaye de montrer. À ce moment-là, on voit bien où se trouvent les problèmes. Il suffit d'aller derrière la personne, la ceinturer, en mettant des coups de pression au niveau de son abdomen. On va augmenter la pression et essayer de sortir les morceaux coincés. Et si c'est un enfant, un tout petit enfant, le prendre le long de son bras,
en inclinant sa tête et taper entre les deux omoplates pour essayer de sortir le morceau. Mais nous avons eu des accidents. À Kinshasa, j'en connais pas personnellement, dans une église que vous connaissez vous-même, Pasteur Bobo. Et ici, sur Bruxelles, on en a eu. Donc, ces gestes de base sont aussi importants dans la vie courante et très importants, et ça peut sauver des vies. Et au niveau des autorités, mettre à disposition un défibrillateur dans une salle où il y a des manifestations à grand public, je pense que c'est une recommandation et ça devrait même être une obligation. Actuellement, nous voyons ici en Belgique, même dans des gares routières ou ferroviaires, on met à disposition du public les défibrillateurs. Et je pense qu'en Afrique aussi, l'autorité civile devrait prendre ces mesures-là, ces décisions-là. Et moi, je recommanderais fortement, si ces messages pouvaient arriver à Kinshasa, au niveau du pouvoir aussi, d'insérer dans le programme pédagogique de fin primaire ou secondaire l'apprentissage des gestes de base, ce qu'on appelle le manœuvre de secourisme. Et c'est facile à apprendre. Et aussi, le pouvoir devrait prendre des dispositions pour mettre à disposition du public les défibrillateurs dans des carrefours ou dans des lieux où se rassemble un grand public. Docteur Patrick, on vous suit. Si on regarde votre CV, vous êtes l'un des grands médecins congolais qui travaillent en Belgique. Vous avez obtenu plus de 80% d'examen d'État au Congo. Vous êtes venu en Europe. Vous avez étudié ici en Europe. Vous avez terminé comme médecin ici en Belgique. Mais si on vous demandait, docteur, d'aider votre communauté, êtes-vous prêt à faire comme docteur Mukwege, lui, il s'occupe des femmes, vous allez vers votre communauté, faire des conférences, des séminaires par rapport aux problèmes de santé qui touchent. Apparemment, vous aidez beaucoup plus, je dirais entre guillemets, excusez-nous les Européens, les Blancs, hein, mais votre communauté. Je dirais, bon, d'abord, je n'ai pas fait plus de 80% aux examens d'État à Kinshasa, je voudrais préciser. Bon, effectivement, j'ai eu la chance et l'opportunité de venir faire ma formation médicale et d'anesthésiste réanimateur ici en Europe. Bon, je travaille dans des hôpitaux belges, effectivement. Vous étiez premier, je crois. Vous étiez premier. J'étais lauréat à Kinshasa. À lauréat à Kinshasa. Dans ma sous-région, dans mon école, dans ma formation. Bon, mais peu importe. Mais je pense que vous avez raison de le dire. Nous devons venir aussi au secours et à l'aide de notre communauté. C'est bien de travailler dans les hôpitaux, c'est bien de travailler dans des églises aussi, mais je pense qu'il nous revient à nous. C'est vrai, en regardant ces images, je me suis senti interpellé. C'est aussi une des raisons que j'accepte votre invitation, votre visite aujourd'hui pour en parler. Mais je pense que dans nos églises, je vais peut-être me confier cette mission-là, d'essayer de voir plusieurs pasteurs dans la ville et organiser des séminaires de formation de secourisme à notre communauté. Vous avez raison de le souligner. Nous ne pouvons pas, c'est vrai, en prenant l'exemple de Mukwege, qui se bat pour les femmes à l'est du Congo, nous pouvons aussi peut-être à moindre échelle, avec toute modestie, à notre niveau aussi, regarder dans notre communauté dans quelle mesure nous pouvons apporter notre aide. Nous avons eu cette opportunité d'avoir une formation médicale. Nous pouvons la mettre aussi au service de la communauté. Effectivement, j'accepte et je présente mes excuses à notre communauté si nous, corps médical d'origine congolaise, nous n'avons pas pris notre responsabilité pour essayer de former ou de passer au moins des messages dans la communauté. Mais ceci est valable aussi pour ceux qui nous suivent en Afrique. Je pense que ceux qui ont un peu la connaissance dans les églises, la connaissance médicale, devraient la partager. Et je dirais même aux pasteurs, quand bien même vous n'avez pas dans votre communauté un médecin, vous pouvez organiser des séances de formation, inviter un médecin,
même d'une autre communauté ou d'un hôpital, simplement, il serait très content de venir assurer la formation. Et ceci peut sauver des vies. Moi, je pense que nous avons la responsabilité d'aider nos semblables, non pas seulement avec la parole, mais surtout avec des gestes concrets, notamment ici l'apprentissage du secourisme. Nous parlons du cas Papa Wemba, ça peut arriver à tout le monde, en Europe, n'importe où, n'importe quand ça peut arriver. C'est toujours très important de trouver des spécialistes pour en parler. Pour ce cas, Papa Wemba, d'autres disent que Papa Wemba avait prédit. Il y a des vidéos où il avait prédit qu'il aimerait bien mourir sur scène et ça s'est arrivé. Et si vous avez beaucoup de casquettes, une personne qui pourrait mourir sur scène et ça s'est passé comme ça. On pourrait l'appeler, d'autres diront prophète. Bon, évidemment, là, j'imagine que vous ne me posez pas cette question comme professionnel de la santé, mais plutôt parce que vous savez que je suis pasteur dans une... Les deux. Est-ce qu'il y a des malades qui prédisent, qui disent que je vais mourir comme ça et ça se passe comme ça? C'est possible. Et puis comme homme de Dieu, pasteur. Mais dans le cas de l'artiste Papa Wemba, je dirais, la plupart d'artistes rêvent de mourir sur scène. Ça fait, vous savez, c'est comme un soldat qui meurt sur le champ de bataille. Donc, c'est un souhait que quelqu'un peut mettre. Maintenant, dire qu'un malade peut dire je vais mourir exactement de cette façon-là, du point de vue médical, il n'y a aucun cheminement d'idées à défendre avec arguments médicaux pour soutenir ça. Non. Le fait qu'il lui a dit que ça s'est accompli, mais combien d'artistes aussi ont déjà fait cette déclaration-là et ce n'est pas arrivé comme ça. Si vous repassez plusieurs interviews de plusieurs artistes, vous tomberez certainement sur plusieurs qui ont déjà souhaité mourir ou émis ce souhait-là de mourir sur scène, mais qui sont morts différemment. Comme pasteur, le pouvoir de la langue. Parce que si il avait dit des choses, ça s'est arrivé. D'autres diront que le pasteur interdise de dire des mauvaises choses, ça peut vous arriver, de maudire ou ce que vous dites, ça peut vous arriver, le pouvoir de la langue. Bon, je dirais, bon, ici pour moi, Papa Wemba émettait un souhait. C'était un souhait de mourir sur scène. Bon, c'est arrivé. Pour lui, je dirais, son souhait a été exaucé. Okay, il souhaitait ça, c'est arrivé. Bon. Maintenant, de là tirer un enseignement pour dire que c'est le pouvoir de la déclaration, le pouvoir de la langue, alors c'est bien facile. Hein. Moi, je dis souvent qu'il faut être un peu raisonnable. Si c'était si facile, qu'il suffit de déclarer des choses, par le pouvoir de la langue, toutes ces choses-là vont arriver, moi, j'aimerais bien, je trouve, alors en ce moment-là, on est injuste. Hein. Quand je regarde notre pays d'origine, le Congo, toute cette misère qui vive la population, pourquoi ne pas tous nous lever et déclarer la fin de la misère? Comme ça s'arrête. Je crois qu'il y a un moment, il faut sortir de cette pensée magique et avoir une culture de travail. Il ne suffit pas d'un slogan pour changer les choses. Il faut à un moment donné apprendre à travailler. Je vous donnerai encore un autre exemple. La vie de Kinshasa est progressivement emportée par des ravins d'une ampleur incroyable. S'il suffisait du pouvoir de la langue, alors on amène plusieurs hommes de Dieu devant les ravins et ils déclarent la fin d'avancement des ravins. Et tout s'arrête. Le pouvoir de la langue, la confession, le pouvoir de la déclaration. Mais non, je trouve que c'est réducteur par rapport à ce que devrait être la foi chrétienne et ce que devrait être l'évangile du Christ. Par contre, il faut cultiver l'esprit de travail. Je parlais des ravins. Il faut engager des grands travaux, des génies civils pour construire. On doit se mettre au travail. Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, donc pour travailler, en prendre soin.
nous devons faire des choses. Comme ici, apprendre le secourisme, faire des choses, organiser correctement son travail. Mais se consoler dans le pouvoir de la langue, les déclarations. Alors des gens se mettent debout, déclarent des choses sur des situations, déclarent des choses sur leur avenir. Ben, je peux déclarer dans ma vie que je vais devenir avocat. Si je ne m'inscris pas à la faculté de droit pour étudier les droits, je ne serai jamais avocat. On le suit partout à travers le monde, pasteur, leader, responsable, même d'église ou des mouvements. Apprenez à vos fidèles, à votre communauté, à prendre les premiers soins. Ils peuvent aussi vous aider, ça peut aussi vous arriver. Mais ici, vous parlez de la... On dit non-assistance en personne évangilisée. Est-ce que la famille Papa Wemba ou le staff Molokai ou le pays même, la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut porter plainte soit contre les organisateurs, soit contre la Côte d'Ivoire, on ne sait pas comment. Mais au lieu d'extrapoler, je parle des organisateurs. On peut leur porter plainte, non-assistance à personne évangilisée. Bon, je voudrais relativiser d'abord. Hein. La mort subite peut arriver à quelqu'un n'importe où. Mais sur base de ce que nous voyons comme image, il y a de quoi se poser des questions. Il est mort à l'hôpital. N'était-il pas déjà mort sur scène? Lorsque je vois les images, il faudrait se poser la question. Il y a de quoi se poser la question sur l'organisation. Je vous ai dit déjà la programmation. Pourquoi le mettre à 5 heures si on sait qu'il sort d'une maladie? Et pourquoi il n'y a pas un secours médical digne de son nom? Pourquoi n'y a-t-il pas une bonbonne d'oxygène lorsque cette équipe des Croix-Rouges monte sur scène? Pourquoi il n'y a pas des gens qui ont la compétence, ne fût-ce que de premiers gestes de base de secourisme? Pourquoi dans un festival comme celui-là, on n'a pas prévu une prise en charge médicale? Effectivement, il y a de quoi se poser des questions, mais non, faut-il pousser la famille à porter plainte contre l'organisateur? Je ne sais pas, il faudrait avoir plus d'éléments que ce que nous avons jusque-là, vérifier si effectivement il y avait un médecin sur place ou pas. S'il n'y en avait pas, c'est une question. Et ça devrait aussi interpeller nos artistes et tous les organisateurs de grands événements à être rigoureux dans... Il ne suffit pas de voir... on est plus fasciné par les sommes qui sont en jeu, le montant, par l'appât du gain. Et même nous, dans nos églises, il faudra aussi qu'on mette plus de rigueur dans nos organisations pour disposer ne fût-ce que de trousses de secours dans nos rassemblements. Même ça, on n'a pas. Il paraît vous refusez même les dafalgans dans votre église. Vous dites l'esprit des dafalgans, l'esprit des paracétamol. Il faut imposer les mains. Quand dit vous, bon, la communauté. Ma part, moi, je recommande vivement de suivre les traitements médicaux, d'avoir à sa disposition, même dans une église, il faut avoir une trousse de secours, il faut avoir une trousse médicale, parce que ce qui est arrivé à Papa Wemba, j'insiste, ça peut arriver partout. Ça peut arriver même au plus grand pasteur, devant la chair, il peut s'écrouler. Il faut disposer des moyens de secours. Tout ne se règle pas en claquant les doigts, tout ne se règle pas en tapant au sol, mais il faut apprendre, avoir la connaissance adéquate et la connaissance nécessaire pour venir au secours de son semblable. Laisser les gens mourir devant nous, c'est inadmissible. Et organiser des choses sans rigueur, il y a des bâtiments qui n'ont pas de sortie de secours, c'est inadmissible. C'est aussi quelque chose qu'il faudrait regarder partout. Il n'y a pas que dans les églises, hein. Même dans des petites salles, on organise des concerts à gauche, à droite. Des restaurants, des cafés, partout. Il faudrait regarder ça. Donc, cette rigueur-là, elle est importante. La preuve, nous voyons, nous perdons un artiste. Je ne sais pas si on l'avait secouru, si on l'aurait récupéré, mais au moins on l'aurait fait. Mais ici, on peut rester avec un regret. Il n'a pas eu droit au secours dont il aurait pu bénéficier dans des milieux plus organisés. Docteur Patrick, ça vous fait quoi quand on voit des images, même dans notre Parlement, ça s'est arrivé, un député national s'est écroulé, on a vu des gens commencer à prier au nom de Jésus, dans notre Parlement au Congo. Mais justement, ça revient à ce que je disais, l'intérêt de l'instruction et de l'éducation de notre population
au sens large. Vous voyez, donc, c'est une ignorance qui non seulement touche les couches sociales toutes venantes, mais aussi, vous parlez du Parlement, vous voyez, c'est des gens, peut-être qu'on pourrait considérer avec un peu d'instruction. C'est pour ça que j'insiste et que je recommande au gouvernement de prendre des mesures, même sur le programme pédagogique, d'insérer ça. Ici, on l'organise même au niveau des communes, des maisons communales. On organise des formations de sécurisme pour que la population... Vous savez, ça peut arriver au Parlement, comme vous dites, et c'est une erreur de penser tout de suite qu'il suffit de crier Jésus. Non. Jésus nous a donné l'intelligence que nous pouvons utiliser. Donc, la connaissance médicale fait partie des choses qui sont à notre disposition pour venir au secours à notre semblable. Donc, il faut apprendre. Moi, je recommanderais donc au gouvernement d'organiser régulièrement des formations, des sécurismes, et dans un parlement comme celui-là, on devrait bénéficier d'un défibrillateur. Des questions qui fusent de partout, mais nous sommes presque à la fin. On vous pose la question, est-ce que ça serait possible, comme on l'a fait avec Marie Missamo, centre star de la gospel chrétien, c'est possible d'organiser aussi pour Papa Wemba dans vos églises quelque chose comme ça, vous profitez pour prêcher la parole, pour gagner des âmes. Est-ce que les pasteurs pourront faire quelque chose pour Papa Wemba? Ici, on sait qu'il ne priait pas dans nos églises. Au lieu d'attaquer les morts, souvent les pasteurs, les hommes de Dieu aiment attaquer les morts. Vous vous situez où? Organisez quelque chose, ou si la famille vous demande, je vous laisse expliquer un peu. D'abord, je crois que je n'ai aucun droit de juger la foi de quelqu'un. Sur certaines images, dans d'autres interviews, on voit Papa Wemba parler qu'il avait reçu Jésus comme son Seigneur. Je ne sais pas le juger. Dieu seul connaît le cœur des gens. Maintenant, la mission première de nos églises, effectivement, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est d'essayer de prêcher l'évangile. Mais prêcher l'évangile, c'est aussi aller vers les autres, de ne pas les rejeter, de les accepter, et de les attirer au Seigneur. Je pense que, de mon point de vue personnel, si la famille venait aujourd'hui dans la ville nous dire nous n'avons pas de salle pour organiser, nous avons un bâtiment qu'on loue, parfois pour des deuils aussi. Je ne vois pas d'inconvénient. Ce n'est pas parce que c'est un artiste, disons, entre guillemets, mondain, que nous ne pouvons pas accepter de participer à son deuil ou d'organiser cela. Je ne vois pas sur quelle base. Vous savez, Jésus lui-même, il mangeait avec des prostituées. Il mangeait avec des républicains. Et c'est ça le véritable évangile. C'est d'accepter tout le monde. Je ne vois pas au nom de quoi. En quoi suis-je plus saint que les autres? Dieu seul connaît les degrés de ma sainteté, comme c'est celui des autres. Ceux-là qui se croient, entre guillemets, les plus spirituels. Tu verrais peut-être leur vie, la vraie vie, qui nous cache. Peut-être qu'ils sont pires que Papa Wemba. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Donc, de mon point de vue personnel, je ne vois pas au nom de quoi si Jésus allait manger chez les républicains. Il allait manger chez les douaniers. Il allait manger chez les gens qu'on considérait entre guillemets pécheurs. Pourquoi moi je refuserais d'aller à un deuil pour un artiste taxé de mondain? Pourquoi je refuserais? Pourquoi je refuserais de donner les bâtiments? Évidemment avec certaines restrictions, certaines choses à faire là. Pourquoi on ne pourrait pas organiser un service pour parler à la communauté? Pourquoi pas? Nous sommes presque à la fin, c'est vraiment la fin. On aura le temps de parler avec vous prochainement du cas du dossier Papa Wemba pour aider notre communauté. Mais on vous laisse 2 minutes. C'est comme si vous étiez au deuil. Bon, on est au deuil parce que ça touche la communauté congolaise de partout. On vous laisse 2 minutes maintenant comme prédicateur. Si on vous demandait de prêcher, les gens vous regardent, ils sont là. 2 minutes. Prédication. Je me sens un peu mal à l'aise de prêcher avec ma tenue, parce qu'ici c'était plus dans mon cadre, le cadre de mon travail.
je me sens un tout petit peu... Ou conseil? Mais je voudrais juste dire d'abord combien nous sommes nous-mêmes touchés aussi par cet événement. Vous savez, on est dans les églises, mais on a été enfant, on a été jeune. Papa Wemba nous rappelle notre enfance, notre jeunesse, notre adolescence. Sa disparition ne peut que nous toucher. Nous sommes tous émus. Ce n'est pas parce qu'on va dans les églises qu'on ne peut pas être touché par la disparition d'un artiste comme celui-là. Ça nous touche autant. Mais mon message surtout ici, je sens une responsabilité comme professionnel de la santé en regardant les images qu'on aurait pu tenter quelque chose. Et ça, comme ça peut encore arriver pour un autre artiste, pour un pasteur, pour un proche à nous, dans une salle ou une autre, cette responsabilité me pousse à dire, nous devons faire quelque chose pour notre communauté, pour organiser cet apprentissage des premiers gestes de secours. Les morts subites, il peut y en avoir partout. Donc nous pouvons apprendre ces gestes pour venir au secours de notre population. Et je dirais aussi comme leçon, si vous permettez, en imaginant que je n'ai pas cette blouse blanche, mais juste pour dire, la foi chrétienne, elle est importante parce que nous voyons que la mort peut arriver à n'importe quel moment. À 5 heures, il prend la place sur cette estrade pour commencer à chanter. À 5h25, il n'est plus. Donc nous disons, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Il est important d'être en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ et de le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine. Merci.